Faut-il un ZAN des villes et un ZAN des champs? Bienvenue dans cette nouvelle controverse du réseau 7. Une controverse du réseau 7, c'est un sujet, matière à débat, et deux intervenants pour en discuter, un membre du réseau 7 et un acteur, un expert extérieur du réseau qui intervient sur cette question à titre professionnel. Faut-il un ZAN des villes et un ZAN des champs? Depuis la loi Climat et Résilience de 2021, nous avons cette contrainte à horizon 2050 de ne plus artificialiser un seul hectare de terrain, si ce n'est sous réserve de renaturation d'une surface équivalente. Alors, cette loi, qu'on s'en plaigne ou qu'on s'en réjouisse, est là, et l'idée n'est pas bien sûr de débattre de sa pertinence, de son bien fondé, mais plutôt de discuter d'une application, et de son application différenciée ou pas, selon les territoires et selon leur contexte. Alors, pour en débattre, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Martin Vanier, géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris et membre de la coopérative Acadie, et Jérôme Barrier, directeur général de SEBL Grand Est, la SEM d'aménagement de la région Grand Est, et de la SAREM, la SPL d'aménagement de l'Eurométropole de Metz. Peut-être Jérôme, un premier sentiment sur l'origine de la loi et cette dynamique d'artificialisation. Ce qu'on constate quand on regarde les chiffres, c'est que cette loi intervient à un moment où la sobriété foncière est déjà rentrée dans les mœurs. Donc la France est déjà un des pays les moins consommateurs de foncier en Europe. Mon sujet à moi, c'est ça, c'est de dire oui à la sobriété foncière, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le ZAN tel qu'il est conçu est d'une part dogmatique, il est théorique et il est excessif. Et comme il est excessif, il risque d'amener le contraire de l'objectif, c'est-à-dire à remettre en question la sobriété foncière qui, encore une fois, je le répète, était déjà en marche. Martin, cette analyse chiffrée serait-elle de nature, devrait-elle être de nature à remettre en cause la lettre de la loi? Le problème de cette loi, c'est qu'elle a immédiatement créé un débat quantitatif. Au-delà de ce débat, il me semble que cette loi nous a fait énormément progresser. Mais toujours est-il que basculer d'une approche de la consommation foncière, dont vous savez qu'elle nous invite à observer le phénomène en termes d'espaces naturels, agricoles et forestiers consommés à la parcelle, à une approche en termes d'artificialisation à l'intérieur de chaque parcelle, dans l'acte d'aménagement. Ça, je trouve que c'est un très grand progrès parce que j'atteste du fait que les urbanistes de tous les métiers que nous sommes n'avons quand même pas beaucoup considéré le sol autrement que comme une sorte de surface à bâtir et que c'est un facteur de projet. Ça contribue à nourrir la programmation, on pourrait dire, qui n'est pas strictement immobilière dans ces conditions. Donc j'entends bien que le débat s'est embarqué sur toute autre chose, d'arithmétique, avec une bataille terrible de chiffres, de pourcentages, etc. Alors que pour moi, le fond de l'affaire est cette bifurcation dans notre rapport foncier. En fait, on est vraiment d'accord sur le constat d'origine, c'est-à-dire, ça a été résumé sous le terme de France moche. En fait, plus personne ne veut plus de la France moche. Et tout le monde constate, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on a fait la France moche. Quand je dis on, c'est collectivement, hein, c'est heureusement pas que nous, mais nous aussi, c'est-à-dire qu'on a tous participé à la détérioration des paysages et les conséquences écologiques qu'a eu la détérioration des sols et des paysages. Ma thèse est de dire que la France est aujourd'hui sur une trajectoire vertueuse en matière de consommation foncière par habitant. Eh bien, ces chiffres-là ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le fruit de cette révolution culturelle qui a déjà eu lieu. Ce qui nous amène précisément au cœur du débat aujourd'hui. Faut-il un ZAN des villes et un ZAN des champs? Le ZAN est donc déjà là, et dans le droit. Alors, faut-il différencier cette application en fonction du contexte, en fonction des territoires? Faut-il relâcher un petit peu la contrainte sur les territoires, et notamment les territoires ruraux, qui en auraient éminemment besoin pour servir le développement économique du pays? Jérôme, un premier sentiment sur la question. La relation au foncier qu'a le paysan du Larzac, éleveur de vaches de Salers, n'est pas le même que celui qu'a le bourgeois qui habite à Neuilly-sur-Seine. C'est une évidence. Et donc, il faut que la loi, et c'est clairement un des défauts de la loi d'origine, qu'elle a d'ailleurs déjà tenté de corriger, d'avoir une règle unique pour l'ensemble du territoire. Et tout le débat et tout l'enjeu maintenant, pour réussir la sobriété foncière, c'est de faire en sorte que cette loi s'applique sur les territoires et qu'elle soit acceptable par les territoires. Cette loi
si on veut bien comprendre son sens, ne désigne ni spécifiquement la France des villes ou spécifiquement la France des champs, mais très précisément la France moche dont on parlait. C'est-à-dire la France. C'est une loi sur la périurbanisation, puisque l'immense part de la consommation foncière des 60 dernières années, c'est une consommation périurbaine. Et donc c'est une loi qui touche à la question du modèle périurbain, qui est un modèle, comme son nom l'indique, à la fois des villes et des champs, ou plus exactement des villes aux champs. Et il y a des zones tendues dans les villes comme dans les campagnes, il y a des zones détendues de même dans les deux catégories. Voilà, il y a deux sujets dans le sujet qu'on vient de se poser. Pour moi, le débat sur la différenciation ne peut pas être résumé au fait que la loi a été aveugle au territoire, parce qu'elle a tendu des perches. Et ce que je constate, c'est que ça a quand même été une belle foire d'empoigne plutôt qu'une capacité de production, de différencier de l'application. Il a fallu s'expliquer sur le fait que la loi n'était pas aveugle au territoire, contrairement à ce que le pourcentage de 50% indifférencié laissait entendre. On a tout de suite souligné la contradiction entre réindustrialisation et zéro artificialisation nette. Si bien qu'à un débat local sur on ne va pas y arriver parce que vous nous demandez tous la même chose, or nous ne sommes pas tous la même chose, c'est ajouter un deuxième rendez-vous compliqué, on ne va pas y arriver parce qu'il faut accueillir, développer, réindustrialiser le pays, et donc il faut rebâtir des usines, pour le dire d'une façon le plus simple, et en même temps vous nous demandez de ne pas le faire. Je ne sais pas répondre à la question de savoir si on va y arriver autrement qu'en disant, voilà, aujourd'hui, c'est ça les rendez-vous politiques, c'est d'organiser les compromis qui nous permettent de mettre en place des renoncements. En fait, le procès de la loi, il a déjà été fait, c'est-à-dire que le Parlement a déjà été, moins de 2 ans après la promulgation de la première loi, le Parlement a déjà été obligé de revenir entièrement sur la loi, parce que cette loi était mal faite. Vous avez dit, en gros, je paraphrase vos propos, l'État a donné une belle loi au territoire, et les territoires n'ont pas su s'en saisir, et ça a été la foire d'empoigne. Alors je suis en complet désaccord avec ce sujet-là, et surtout avec l'idée de dire que la loi aurait tenu compte, n'aurait pas été aveugle au territoire. Si la loi est aveugle au territoire, précisément, et vous l'avez rappelé, parce que la règle est la même pour tous. Et donc élaborer un PLUI, après avoir élaboré des SCOT, après que les SRADET, enfin tout ça dans un délai extrêmement court, est extrêmement complexe et rend la tâche aux élus locaux quasiment impossible à mener, et ça c'est dans la loi, c'est-à-dire que c'est pas une belle loi qu'on a donnée aux élus en leur disant emparez-vous-en et faites-en votre affaire, c'est pas du tout ça. C'est une loi extrêmement contraignante qu'on a donnée aux élus en disant vous avez très peu de temps pour y parvenir, et c'est pas un hasard s'ils y parviennent pas. Quand on réfléchit sur le ZAN, on part du présupposé qu'il est légitime d'aller en 2050 à zéro artificialisation nette. La France est le seul pays à s'être doté d'une législation contraignante, alors même que, 1, elle est le pays le moins dense d'Europe, et que 2, elle est aujourd'hui, par habitant, l'un des pays les plus vertueux en matière de consommation foncière. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je pense que, et c'est vraiment nécessaire, et encore une fois je le dis parce que je suis un praticien de ça, mais aller vers une espèce d'objectif théorique et dogmatique de 0, 0, 0 me paraît ne pas avoir de sens. Il n'y a pas de projet d'aménagement sans base foncière. On s'est livré, avec le professeur Gérard-François Dumont, on a écrit une petite étude qui consiste à appliquer sur les territoires le ZAN en remontant il y a 20 ans, c'est-à-dire en disant si la loi climat-résilience avait été votée il y a 20 ans, quel serait le résultat aujourd'hui? Et il y a beaucoup d'autres exemples de villes qui ont connu dans les 20 années précédentes un développement considérable et qui, si on avait appliqué le ZAN, n'auraient pas pu connaître ce développement. C'est ça qu'il faut prendre conscience. L'accord de fond n'est pas totalement là. C'est pas le zéro artificialisation nette, c'est la ZAN. Et pourquoi c'est la ZAN? Parce que c'est le fantôme de la zone. C'est le fantôme du modèle d'aménagement extensif des années 60 qui a procédé à coup de zone. Et quand les élus entendent le mot ZAN, ils pensent « Ah, encore une zone ». C'est très significatif. On n'a pas basculé du tout. Le rendez-vous du zéro, c'est le changement de modèle. Et je ne partage pas votre point de vue selon lequel il est en train de se réaliser. Un petit chiffre parmi d'autres, il y en a plein. 19% de la production mobilière, c'est de l'habitat en diffus. Est-ce que cette loi a permis une impulsion sur les changements de modèle? Et je constate que la profession est en capacité,
conceptuellement de dire il faut s'y prendre autrement, il faut construire autrement, la densification n'est pas la fin du monde, l'intégration des sols vivants dans le projet, c'est extrêmement intéressant, etc., etc. Et il y a encore un énorme chemin à faire. Dans ce chemin se pose un objet qui s'appelle la loi climat et résilience, et tout d'un coup, on se dit que c'est pas la meilleure aide qu'on aurait pu avoir pour prendre ce chemin de bifurcation, parce que ça a manifestement crispé fondamentalement les positions des uns et des autres. Mais je veux dire quand même que cette crispation est aussi l'expression de désaccords. Ça se fait pas d'un seul pas. Et je comprends qu'une partie des élus, des populations, des acteurs économiques rechignent considérablement. Vous avez dit la loi est pas bonne, la preuve c'est qu'on l'a refaite. Mais j'ai peur que la reprise soit pire que l'original. 1 hectare chacun, d'accord, et après on fait la loi. Mais 1 hectare chacun, pour ce qui est des communes qui y avaient droit, ça fait 24 000 hectares tout d'un coup. Ma thèse est de dire, encore une fois, oui à la sobriété foncière, mais sans aucune restriction dans mon esprit. Et quand je disais tout à l'heure, peut-être que la démographie va faire qu'on ira au-delà du zéro artificialisation nette, tant mieux. Je résumerai ma pensée en disant, finalement, ce que je crains, c'est le ZAN contre la sobriété foncière. N'oublions jamais que les élus ne sont pas une masse homogène et qui nous représentent, qui sont l'écho d'engouement ou d'attente ou d'exigence tout aussi virulentes. Moi, quand je suis devant une masse d'élus, dans mon métier de consultant, face à des gens dont je suis censé aider l'entrée dans le ZAN par leurs documents de planification, leur trajectoire de sobriété, etc., etc., ce que j'entends pour l'instant, c'est une diversité, voire même une divergence de points de vue. On ne s'en sortira pas sans construction de compromis, c'est certain. Sauf que pour faire des compromis, il faut quand même arriver à fabriquer des positions sincères. Et je trouve que pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là. Moi, la réflexion que j'ai, c'est de dire, est-ce que finalement, de ne pas considérer que le foncier est un bien commun ? Il faut qu'on réfléchisse collectivement à des solutions pour permettre à la collectivité de rester propriétaire de son foncier, à le mettre en location longue durée pour des projets économiques, à intégrer dans les loyers les coûts de la déconstruction de ce qui est construit sur ces terrains, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas tous les 30 ans à être obligé de reconvertir des zones qui ont été faites 30 ans avant, qui sont horribles et qui coûtent très cher. Un grand merci à tous les deux. Je retiens pour ma part ces 2 grandes idées que vous venez d'émettre. La première, c'est sans doute un accompagnement collectif, de collectifs d'élus à l'établissement d'une stratégie de compromis sur des stratégies foncières à une grande échelle. Et la deuxième, c'est ce souhait de patrimonialisation du bien commun qu'est le foncier, qui est un sujet qui est déjà en émergence aujourd'hui, qui est peut-être finalement une des bonnes issues de cette loi de zéro artificialisation nette. J'espère que ces éléments vous ont apporté de quoi vous faire un avis personnel sur la question, sur cette différenciation souhaitable ou non de l'application du ZAN. Un grand merci, à très bientôt pour une nouvelle controverse du réseau 7.